bonsoir à tous et à toutes et merci pour vos messages. Alors ouais, moi, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé à la question de comment est-ce que effectivement les centres sociaux agissent pour plus d'égalité et de justice sociale. Et en fait, dans ce travail-là, je suis beaucoup appuyé sur les travaux de Régis Cortesero, qu'on vous enverra avec la synthèse. On vous enverra le lien pour ces travaux parce qu'ils sont disponibles en ligne, notamment le rapport qu'il a fait pour la CNAF sur les centres sociaux. Et dans ces travaux, il parle de quelque chose d'important pour comprendre l'activité des centres sociaux, c'est les référentiels. Les référentiels, c'est simple. C'est quels sont les problèmes de société auxquels les centres sociaux cherchent à répondre et comment est-ce qu'ils répondent. Par exemple, ce n'est pas la même chose de dire que le problème, c'est le manque d'État, ou que c'est que les gens sont des assistés, ou que c'est que les patrons nous exploitent, ou encore que c'est parce qu'on ne se parle pas assez. Du coup, comment est-ce que les centres sociaux, en général, définissent les problèmes et comment est-ce qu'ils y répondent? À quelle valeur ils font référence pour y répondre? Et en fait, c'est ça les référentiels. Et donc, historiquement, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, Régis Cortesero, qui a beaucoup travaillé sur les centres sociaux, il repère 4 référentiels que je vais vous présenter du coup dans les 5-10 minutes qui viennent. Un référentiel qu'il appelle l'intégration, un second qui est la cohésion sociale, un troisième qui est l'activation et un dernier qui est le conflit. Donc l'intégration, pour commencer, c'est plutôt un référentiel de l'époque des 30 Glorieuses. Alors, c'est quoi le problème à laquelle l'intégration répond? Le problème, c'est que la société n'arrive pas à intégrer tout le monde. Dans une période qui est celle des 30 Glorieuses, de quasi plein emploi, avec une classe moyenne qui se développe, comment celles et ceux qui sont en dehors de tout ça, les plus pauvres, les chômeurs, etc., peuvent quand même s'intégrer et profiter de cette société de croissance? Donc la réponse, c'est d'intégrer tout le monde dans cette société, de leur donner accès à toutes les choses positives de la société de consommation et des 30 Glorieuses. Le rôle des centres sociaux là-dedans, c'est quoi? C'est d'être le relais d'une politique sociale ambitieuse. L'exemple typique, c'est l'accès aux vacances pour tous, par exemple. La limite de cette vision-là, de ce référentiel-là, c'est l'idée d'assimilation. C'est l'idée qu'on intègre tout le monde, mais dans le sens que veut l'État. Du coup, c'est plus difficile de faire avec les spécificités, avec les envies locales. C'est l'État qui décide d'en haut de ce qu'il faut à la place des gens. C'est un grand plan national qui se développe partout. L'intégration, la meilleure image de l'intégration, c'est la construction des quartiers de grands ensembles à cette période-là. C'est évidemment très important et pratique pour loger tout le monde à une période où il y a encore des bidonvilles, mais est-ce que les gens veulent vraiment vivre dans les quartiers de grands ensembles? Donc voilà pour le premier référentiel. Le second référentiel, c'est celui de la cohésion sociale. C'est plutôt un référentiel qui est arrivé dans les années 80-90. Le problème contre lequel la cohésion sociale lutte, c'est le problème de l'exclusion. C'est dire que les gens ne se parlent pas assez, que les gens se tournent le dos et que certaines personnes sont exclues de la discussion. Comment est-ce qu'on répond à ça? On répond à ça par la solidarité locale, les rencontres, la convivialité ou encore la mixité sociale. Le rôle des centres sociaux là-dedans, c'est de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer et bâtir la société ensemble. L'idée, c'est qu'il ne faut pas un État centralisé, mais des politiques adaptées et plus de participation des gens. Ça permet de développer de la solidarité locale ou encore de la démocratie participative. La limite de la cohésion sociale, c'est deux choses. C'est d'une part un côté un peu consensus mou. C'est l'idée du vivre ensemble, l'idée que si on se met tous autour de la table, ça va forcément être mieux. Et bien, tout ça, ça passe un peu à côté du fait qu'il y a des intérêts contradictoires et qu'il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres. Mettre un patron et un salarié autour de la même table, est-ce qu'ils vont finir par se mettre d'accord? Je ne suis pas sûr. Et l'autre problème, c'est que le vivre ensemble, c'est ce qui permet aussi des fois de justifier qu'on n'aurait plus besoin de l'État, parce que c'est localement qu'on développerait des solidarités. Donc voilà pour la cohésion sociale. Le troisième référentiel, c'est le référentiel de l'activation des individus. C'est un référentiel qui est plutôt contemporain, qui se développe beaucoup aujourd'hui, notamment dans le travail social. Le problème à laquelle se confronte l'activation, c'est de dire qu'on est une société trop rigide. On impose trop de choses d'en haut et on n'est pas assez flexible. Le deuxième problème à laquelle se confronte l'activation, c'est l'assistanat. Ce serait l'idée de dire que les gens ne se prennent pas assez en main. La réponse à ça, c'est d'accompagner des personnes et des groupes, faire en sorte que les gens retrouvent leur capacité d'agir sur les décisions qui sont importantes pour elles. Du coup, on oublie les politiques sectorielles, on oublie les grandes politiques d'État. Il faut partir des individus dans leur globalité. Et c'est quelque chose qui, effectivement, est très important dans les formations en travail social aujourd'hui. Alors, les limites de l'activation, c'est la responsabilisation des individus, évidemment. C'est de dire que la société, si l'État n'existe plus, la société n'existe plus, eh ben, on se tourne que vers les individus pour trouver des solutions. C'est extrêmement responsabilisant et du coup, ça justifie aussi qu'on arrête toutes les grandes politiques sociales parce que c'est aux gens de se prendre en main. Et enfin, le dernier référentiel que Régis Cortesero repère, c'est le référentiel du conflit.
Ça, c'est un référentiel qui est un peu à part parce qu'il a traversé l'histoire des centres sociaux à différentes périodes. Le problème à laquelle se confronte le conflit, c'est l'exploitation. Et c'est que les gens ne réalisent pas qu'ils sont exploités. La réponse à ça, c'est de former à l'esprit critique et c'est de construire du rapport de force. Le rôle des centres sociaux là-dedans, ça pourrait être d'accompagner et d'aider les gens à prendre conscience des mécanismes de domination et d'oppression. Et c'est aussi de mobiliser les personnes pour créer des contre-pouvoirs. Alors, qu'est-ce que c'est la limite de cet enjeu du conflit, au-delà des problèmes que ça peut poser aux centres sociaux dans leur rapport notamment à leur question de financement et de leurs partenaires, etc. Le problème, c'est que ça tend à surconflictualiser, c'est-à-dire qu'on construit des groupes d'alliés et d'ennemis et on tend à surestimer les intérêts contradictoires et on sous-estime les volontés qui peuvent être des volontés d'agir et de vivre ensemble. Et ce qui est intéressant par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est que vos réponses dans vos travaux de groupe, en fait, ils étaient tout à fait la démonstration de ça. Lorsqu'on vous demandait comment est-ce qu'on agit pour plus d'égalité, certains parlaient de fabriquer les conditions pour que tout le monde puisse s'exprimer, d'autres parlaient de développer des projets vacances, d'autres enfin évoquaient la question de la discrimination à l'embauche. On voit bien que derrière les mots égalité et justice sociale, en fait, on ne met pas forcément la même chose. Et l'exemple typique de ça, c'est la question du rôle des centres sociaux en termes de services et d'activités. C'est quelque chose qui arrive souvent dans les rencontres nationales, dans les rencontres avec la fédération, de dire qu'on réduit trop souvent les centres sociaux à des maisons d'activités et de services et on critique un peu cette vision-là des centres sociaux parce qu'ils ont aussi un rôle de démocratique, un rôle de citoyenneté. Et en même temps, défendre ces services et ces activités, c'est aussi défendre l'idée que les gens ont le droit d'avoir accès à ces services et ces activités. Et j'ai pu entendre ça sur un de mes terrains, des salariés de centres sociaux qui me disaient « Bon, la participation, le pouvoir d'agir, c'est bien beau, mais pour moi, l'important, c'est que les gens puissent avoir des services et des activités pour que les enfants aient du soutien scolaire, pour qu'ils puissent partir en vacances, etc. » Et donc là, on voit bien qu'il y a des visions de ce qui pose problème et des solutions à apporter qui se percutent, qui peuvent être complémentaires à certains moments, mais à d'autres moments s'opposer. Et donc moi, j'ai trouvé dans le cadre de mes recherches que ces référentiels, ça aide à y voir plus clair. Et ça me semble aussi intéressant pour pouvoir discuter ensemble de ce qu'on veut faire, de nos objectifs et de ce qu'on veut défendre en tant que centres sociaux et en tant que fédération. Et aussi, ça aide à voir qu'il y a des lignes de tension, certaines idées de l'égalité ou de la justice qui s'opposent entre elles et qui peuvent faire débat, notamment au sein d'un conseil d'administration, au sein d'une équipe salariée ou au sein d'une fédération. Je voulais évoquer deux lignes de tension qu'on retrouve dans ces référentiels. La première, évidemment, c'est la tension entre le vivre ensemble et le conflit. Ça, c'est le plus évident. C'est-à-dire qu'il c'est sûr qu'il y a une opposition entre l'idée qu'on trouvera la solution en mettant tout le monde ensemble, en faisant de la mixité sociale, en faisant de la rencontre entre les différentes classes sociales, ou à l'inverse, quand on estime que la solution, c'est de créer du rapport de force, de la mobilisation et du contre-pouvoir. Donc là, c'est une première ligne de tension. Et une deuxième ligne de tension, c'est la tension entre l'intégration républicaine et l'idée de défendre, de faire la société ensemble et d'activer les individus à partir de ce qu'ils sont. Ce que j'ai pu entendre, c'est que des fois, sous couvert d'intégration, on est plutôt dans une conception de l'assimilation, où il faudrait se fondre dans une société intégrée. Et ça pose du coup le problème d'être un peu aveugle à des processus plus spécifiques d'injustice sociale, comme par exemple les discriminations. Et ça donne aussi le droit à l'État de décider ce qui est bien pour les gens à leur place. À l'inverse, il y a la crainte qu'en se centrant trop sur des problématiques locales, sur des problématiques très ciblées, on en oublie un peu la grande image, l'action nationale de l'État. Et donc, du coup, on le voit bien, la lutte contre les discriminations, elle est au milieu de toutes ces questions. Ça s'oppose à l'idée d'un État descendant qui forcerait les gens à se fondre dans un moule. Et voilà, ça pose des tas de questions qui sont à la croisée de tous ces référentiels-là. Et du coup, je voulais laisser maintenant la parole à Olivier Noël pour discuter avec nous de comment est-ce que les centres sociaux agissent vis-à-vis de cette question de la lutte contre les discriminations et de quel type de tension est-ce qu'il a pu observer. Merci Jérémy. Donc, je vais prendre le relais de l'intervention de Jérémy. Alors, moi, mon travail en tant que sociologue, hein, il a porté sur la question des discriminations depuis maintenant une trentaine d'années. Donc, mes tout premiers travaux, en fait, ont été conduits en 1991. À un moment, donc pour reprendre la terminologie qu'a utilisée Jérémy, à un moment où les discriminations ne faisaient pas problème de la société, c'est-à-dire elles n'étaient pas considérées comme un problème public. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y avait pas forcément d'action de politique publique ni d'action publique. Et si vous voulez, par rapport
à la façon de nommer le phénomène. Et je pense que c'est vraiment la question du langage est importante. Dans les premières enquêtes que j'ai conduites, les personnes que j'ai enquêtées, qui étaient des jeunes descendants de l'immigration marocaine dans un quartier de Montpellier, parlaient principalement de délit de faciès. Et donc, ils disaient, en fait, on est confronté à ce qu'ils appelaient du délit de faciès. Or, si vous voulez, lorsqu'on parle de délit de faciès, en fait, c'est ambigu, c'est ambivalent, parce que délit de faciès, ça veut dire que finalement, on nous reproche la tête que l'on a, l'apparence que l'on a. Et donc, à ce titre-là, on est victime d'avoir la tête que l'on a, mais en même temps, délit de faciès peut vouloir dire aussi coupable d'avoir la tête que l'on a. Et donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, dans la façon de construire le problème, assez vite dans mes travaux, j'ai été confronté à une difficulté à ce que ce problème soit reconnu à partir de ces premiers travaux, où du côté des institutions, en fait, on tendait plutôt à dire que finalement notre société était intégrante. Et donc, à ce titre-là, il n'y avait pas forcément d'obstacles qui étaient produits par la société. Et ça, si vous voulez, dans la façon de construire le problème, je pense que c'est vraiment important. Lorsqu'on parle de discrimination, finalement, on va imputer la responsabilité du problème à celles et ceux qui discriminent. Donc, assez souvent, ça va être, parfois, ça va être des bailleurs en termes de logement, ça va être des entreprises dans le recrutement, ça va être des discothèques dans l'accès en fait aux loisirs ou des campings durant les vacances qui vont pas vouloir accueillir des groupes venus d'Île-de-France, etc. Où là, si vous voulez, en fait, dans la façon de construire le problème, dans l'imputation, en fait, on va imputer le problème plutôt en fait à des personnes qui sont en position de pouvoir. Et ça, si vous voulez, ça c'est important parce que le terme de discrimination va émerger tardivement sur l'agenda public, vraiment à la toute fin des années 90, non pas à la demande des personnes concernées, parce qu'il y a eu des revendications en France au début des années 80, je pense notamment à la marche pour l'égalité contre le racisme, qui posait de fait la question des discriminations ethno-raciales, mais qui n'a pas forcément abouti en fait à la reconnaissance du problème. Le problème est venu plutôt de façon descendante de l'Europe. Et ça, si vous voulez, ça va avoir ça va amener une façon particulière que ce problème soit saisi en France. Et c'est vraiment à partir du travail des lobbies féministes européens, donc ce sont les femmes qui en Europe vont faire avancer l'action de la non-discrimination, pour réduire, si vous voulez, l'écart qu'il y a entre un droit à l'égalité, notamment si on prend la question de l'égalité salariale, et son effectivité. Donc on sait qu'aujourd'hui, malgré le fait que ce principe d'égalité salariale soit inscrit dans notre droit en France depuis 1946, on est en 2021 et les écarts de salaire en fait perdurent à niveau égal, à expérience égale, etc. Donc, si vous voulez, la question de la non-discrimination, elle va amener à réfléchir sur comment, dans une égalité qui a produit une égalité en droit, en fait, on va construire une égalité dans les faits, une égalité concrète. Du point de vue des centres sociaux, moi, ce que j'ai observé, si vous voulez, c'est que les centres sociaux, en fait, ils vont être invités au début des années 2000, parce qu'en fait, le problème va être reconnu à la toute fin des années 90. À partir de 2001, en fait, on va construire un droit de la non-discrimination, donc il va amener à réfléchir à comment on passe d'une égalité en droit à comment on passe à une égalité concrète dans les faits. Et donc, il va y avoir plutôt une impulsion de l'État à un moment donné, donc à partir notamment du milieu des années 2000 à 2005, où on va dire concrètement aux centres sociaux, saisissez-vous de la question des discriminations. Et la réponse que moi j'ai observée, parce que ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille avec le réseau des centres sociaux, c'est que tous les centres sociaux ont dit, mais en fait, nous, on travaille déjà depuis longtemps sur la question des discriminations. Et je pense que ça, si vous voulez, c'est donc dans l'idée de venir vous titiller, vous gratter, je pense que ça a eu un effet, c'est-à-dire le fait même que ce soit une impulsion institutionnelle a amené à beaucoup de réticence, de résistance, en disant, mais finalement, nous, les centres sociaux, on s'appuie sur les problèmes que rencontrent les personnes qu'on accompagne. Et donc, finalement, dans les diagnostics, la façon dont on élabore les projets des centres sociaux, en fait, on va s'appuyer sur ce que nous disent les personnes qui fréquentent nos centres sociaux, etc. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, ce qui me paraît important, sans doute, c'est de voir que si on ne pose pas la question des discriminations, si on n'est pas au clair sur ce que signifie la question des discriminations, eh bien, en fait, spontanément, le problème ne va pas émerger. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à ce que la question soit posée, à ce que finalement chacun et chacune d'entre nous soit au clair sur ce que signifie ce terme discrimination.
Et si vous voulez, alors je donnerai un exemple. Une des premières coopérations que j'ai eues avec un centre social, c'était en Seine-Saint-Denis. Donc c'était au moment des révoltes urbaines. Le centre social avait reçu un cocktail Molotov et la directrice du centre social m'avait invité en disant voilà, Olivier, vous êtes un spécialiste des questions de discrimination. On a lu vos travaux. En fait, on aimerait bien réfléchir avec vous sur comment on pourrait aborder cette question des discriminations. Et puis, lorsque je suis arrivé, en fait, tout le monde m'a dit, mais nous, ça fait 20 ans qu'on lutte contre les discriminations. Et assez vite, dans les échanges qu'on a eus, les personnes se sont dit, ben, en fait, on fait plein de choses qui concourent en fait, à lutter contre les discriminations. Hein. Tout ce que j'ai pu entendre tout à l'heure dans tout ce qui a été dit, effectivement, participe d'une certaine façon à lutter contre les discriminations, mais ne permet pas finalement d'identifier concrètement et spécifiquement le problème des discriminations, qui implique en fait de travailler dans un rapport qui effectivement prendra plutôt le quatrième référentiel, c'est-à-dire celui du conflit, parce que c'est pas du tout évident finalement d'imputer le problème à des institutions à qui on va dire oui, mais en fait les pratiques que vous avez en fait sont non seulement injustes parce que la discrimination est injuste, mais elles sont aussi illégales parce qu'effectivement la question de la discrimination est depuis maintenant une vingtaine d'années fermement encadrée par le droit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en considération, c'est-à-dire dans la possibilité que l'on a de travailler sur ces questions-là. Alors, ce que je voudrais dire dans le témoignage, donc je travaille donc, depuis une trentaine d'années, au même moment où je travaillais donc avec ce centre social en Seine-Saint-Denis, en même temps, donc il y avait une cellule de crise hein, à la fois à Matignon, à l'Élysée par rapport aux révoltes urbaines, et le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, avait dit, mais en fait, les jeunes se révoltent parce qu'ils se sentent discriminés. Et donc, du coup, j'avais été aussi sollicité par les pouvoirs publics. Et si vous voulez, à ce moment-là, moi, j'ai refusé de travailler donc, avec les pouvoirs publics parce que je n'avais aucune idée des raisons pour lesquelles précisément les jeunes se révoltaient, notamment en Seine-Saint-Denis, parce que moi, je travaillais dans la région de Montpellier, donc même si à l'époque je vivais à Paris. Donc, j'avais aucune réponse à leur apporter. Et si vous voulez, donc ça m'a amené à travailler avec, du coup, à ce moment-là, pas mal de décideurs publics, des préfets, des énarques, des personnes qui finalement se posaient cette question-là. Et donc, si vous voulez, dans le regard que j'ai pu porter, si vous voulez, sur ces questions de discrimination, donc coopérant parallèlement avec un centre social et avec des élites politiques administratives. Le constat que j'en ai retiré, si vous voulez, c'est que lorsque j'intervenais auprès des décideurs publics, assez souvent, j'avais le sentiment, donc ce que je vais vous dire va vous apparaître assez provocateur, en fait, j'avais le sentiment d'avoir affaire, par rapport à la question de la non-discrimination, en fait, à des sous-doués. C'est-à-dire à des sous-doués, c'est-à-dire des personnes qui avaient une extrême difficulté à comprendre finalement ce que recouvrent les discriminations, malgré leur factualité, c'est-à-dire en fait les sciences sociales en fait aujourd'hui ont très largement instruit à la fois la question des inégalités entre les femmes et les hommes, les discriminations ethno-raciales, les discriminations qui vont toucher les personnes en situation de handicap. Donc, ce sont des choses qui sont très largement informées du point de vue des sciences sociales. Et assez souvent, du côté des institutions publiques, le regard porté sur le problème, c'est de dire oui, mais finalement, est-ce que c'est pas le problème des individus? C'est-à-dire, est-ce qu'ils consentent des efforts suffisants pour s'intégrer? Donc, là, on est vraiment dans ce que disait tout à l'heure Jérémy, c'est-à-dire le paradigme de l'intégration. C'est-à-dire, finalement, on renvoie aux individus la responsabilité de leur non-intégration, mais finalement, exonérant complètement la responsabilité des institutions. A contrario, dans le travail que je pouvais faire avec ce centre social en Seine-Saint-Denis, que ce soit à la fois les professionnels, les personnes qui étaient accompagnées par le centre, en fait, à contrario, là, je rencontrais des personnes que je pourrais qualifier comme étant des surdoués, c'est-à-dire dans la compréhension de tous ces mécanismes de discrimination, de tous les effets délétères qu'elles produisent, non seulement sur les individus eux-mêmes, mais sur la société dans son ensemble. Et ça, si vous voulez, je pense que pour moi, c'est vraiment un enjeu considérable du rôle que peuvent jouer de ce point de vue-là les centres sociaux, c'est-à-dire finalement comment, dès lors qu'on parvient à fabriquer ce problème public des discriminations par le bas, c'est-à-dire par l'entremise des personnes concernées,
eh bien, effectivement, on va pouvoir à un moment donné le faire émerger plus largement et interpeller les institutions publiques, les décisions publiques. Et si vous voulez, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu important, c'est-à-dire de reconnaissance. Et cette reconnaissance, effectivement, je pense qu'elle est plus aisée à construire par le bas. Et ça, si vous voulez, c'est l'histoire en fait de l'égalité. C'est-à-dire, si on prend dans une histoire longue, les luttes conduites pour l'égalité, bien les luttes féministes ont été conduites par des femmes, les luttes antiracistes ont été conduites par des minorités. Donc aux États-Unis, c'était les Noirs américains, etc. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est vraiment important, c'est-à-dire de voir quelle place peuvent prendre les personnes concernées dans la définition du problème et dans sa résolution. Parce que si vous voulez, dans le travail que je conduis donc en parallèle de mon travail de réflexion sur les questions de discrimination, je suis à Montpellier responsable d'un master dans le domaine du développement social. Et donc, je dis toujours à mes étudiants, le terme problème et le terme projet sont des quasi synonymes. C'est-à-dire que le terme problème, c'est du grec, donc ça signifie probalein, c'est une racine grecque qui signifie jeter en avant. Et projet, c'est projectum, qui signifie également jeter en avant, c'est du latin. Et ça veut dire que s'il n'y a pas de problème de discrimination, c'est-à-dire en fait construit, reconnu, élaboré, en fait, il n'y a pas de projet d'égalité. Et donc ça, je pense que c'est vraiment... Alors, je pense que ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure dans l'introduction sur le podcast de Maya, c'est-à-dire comment, en fait, du coup, on travaille sur les processus de conscientisation. Et donc, autant cette conscientisation, elle est assez fortement présente chez celles et ceux qui sont confrontés à l'expérience de la discrimination. A contrario, pour celles et ceux qui sont peu confrontés, et dont je fais partie, eh bien, finalement, on ne va pas spontanément se dire que les discriminations sont un problème. Et aujourd'hui, si vous voulez, dans le débat qu'on traverse aujourd'hui, que sans doute ne vous aura pas échappé, lorsque finalement on cherche à disqualifier, par exemple, la question, parfois proprement dit, la question de la discrimination, ou la question notamment de l'intersectionnalité, ou etc. En fait, qu'est-ce qu'on fait finalement? En fait, on cherche à désarmer les personnes concernées par l'expérience de la discrimination, finalement des armes conceptuelles, donc qui sont des armes pacifiques, pour pouvoir finalement poser les termes des problèmes auxquels elles sont confrontées. Voilà, donc ce que je voulais dire, et je pense que les centres sociaux, en tout cas, ont un rôle à jouer, le jouent. Je dirais quelque chose après sur le travail que j'ai pu faire avec d'autres centres sociaux, parce qu'il y a deux temps d'échange. Donc.